Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Un nouveau chronogramme électoral en Centrafrique. Le référendum constitutionnel est prévu pour les 13 décembre prochain. Le premier tour des élections législatives et présidentielles le 27 décembre. Ce calendrier peut-il être maintenu au vu de la situation sécuritaire? Nous en discuterons dans ce journal. Troisième congrès extraordinaire du Parti démocratique de la Guinée équatoriale à Bata, une réunion à l'issue de laquelle le parti au pouvoir devrait désigner son candidat à l'élection présidentielle de 2016. Et le Kenya, plus que jamais confronté au fléau de la corruption, alors que la presse signale quasi quotidiennement de nouveaux scandales. Qu'en est-il des mesures anti-corruption annoncées par le président Kenyatta lors de sa campagne en 2013? Élément de réponse dans quelques instants. Je vous le disais en titre, on connaît à présent les dates des prochaines échéances électorales en Centrafrique. Un nouveau chronogramme électoral qui intervient alors que les tensions restent très vives dans le pays, et plus particulièrement à Bangui, la capitale, théâtre de violents affrontements depuis le mois de septembre. Les détails avec Liselsia Kizimana. La Centrafrique se dote d'un nouveau calendrier électoral. L'autorité nationale des élections a annoncé ce lundi 9 novembre 2015 un nouveau chronogramme des futures échéances électorales. Le nouveau chronogramme des élections arrêté par l'ANE est le suivant. Le référendum constitutionnel aura lieu le 13 décembre 2015. Le premier tour de la présidentielle et des législatives est fixé au 27 décembre 2015 et le deuxième tour aura lieu le 31 janvier 2016. Avec le 24 février pour date de publication des résultats. Ce nouveau calendrier électoral connaît donc un glissement de 2 mois, puisque la fin de la transition avait été fixée au 31 décembre 2015. Les électeurs ont été appelés à se rendre dans les centres d'enregistrement pour vérifier leur nom afin de pouvoir corriger les erreurs sur les listes électorales affichées dans les centres de vote à travers le pays. La transition ne peut pas aller au-delà du 31 décembre sans faire les élections. Et ne peut pas non plus fixer les élections au-delà du 31 décembre. Et c'est ça qui fait que, compte tenu de ce contexte, on précipite les choses. L'enregistrement des candidatures s'effectuera dorénavant du 14 novembre au 27 novembre 2015. Mais certains candidats à la présidentielle restent préoccupés par la situation sécuritaire précaire dans le pays. Il n'y a aucune logique dans la décision par rapport à cette date-là, parce que je dis et je répète, on ne peut rien envisager sans désarmement. C'est un préalable pour le processus de réconciliation nationale et pour l'organisation des élections. C'est pour ça que c'était la priorité, la première priorité d'un gouvernement de transition. 2 millions d'électeurs sont déjà inscrits sur les listes électorales selon les autorités. Toutefois, sur le terrain, la situation reste tendue, notamment à Bangui. Depuis fin septembre 2015, plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie et des centaines d'autres blessées dans des affrontements dans la capitale centrafricaine. Nouveau rebondissement au sein de la CENI en République démocratique du Congo. Après les démissions du président puis du vice-président, c'est au tour de la questeur de quitter la Commission électorale nationale indépendante. Chantal Goyi-Chike-Wechi déclare avoir subi des pressions depuis que son parti, le Mouvement social pour le renouveau, a été exclu de la majorité présidentielle. Journée décisive pour le PDGE, le Parti démocratique de la Guinée équatoriale, réuni à Bata pour son 3e congrès extraordinaire, doit d'ici à ce jeudi 12 novembre annoncer son candidat pour l'élection présidentielle de 2016. Cette réunion dans la capitale équato-guinéenne est également l'occasion pour le parti au pouvoir de dresser un bilan des avancées économiques et sociales, comme nous l'explique Birama Saonera. 3e congrès extraordinaire du Parti démocratique de la Guinée équatoriale à Bata, avec le slogan pour la construction du leadership du PDGE sur le scénario politique national. Le Parti démocratique de la Guinée équatoriale travaille pour désigner le candidat qui le représentera à la prochaine élection présidentielle en 2016. Le chef de l'État équato-guinéen appelle les acteurs politiques à toujours privilégier les dialogues. Le congrès d'un parti est une importante occasion pour évaluer la trajectoire et les actions futures. Donc, par un mandat légal, c'est l'organe suprême du parti qui redéfinit l'orientation politique, le futur programme et supervise ses activités. En ma qualité de président de la République et fondateur du Parti démocratique de Guinée équatoriale, je suis convaincu que nous pouvons être satisfaits pour la solidité et la cohérence avec laquelle notre parti s'est bien implémenté durant toutes ces années.
Grâce à l'expérience acquise par le PDG depuis sa création le 4 juillet 1986, la Guinée équatoriale connaît des grandes avancées sur les plans politiques, économiques et sociaux. Depuis 1979, nous avons été confrontés à de nombreux défis en matière de réconciliation et de reconstruction nationale. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour consolider la démocratie nationale. Toutes les difficultés expérimentées et surmontées doivent être dans l'esprit de tous nos concitoyens pour faire une évaluation précise du parcours politique du Parti démocratique de Guinée équatoriale. Le 3e congrès extraordinaire du parti au pouvoir en Guinée équatoriale, le PDG, continue avec un cycle de conférences. Le congrès prendra fin le 12 novembre 2015. Autre sommet, celui consacré au phénomène migratoire qui s'est ouvert ce mardi à Malte. Après une année marquée par la recrudescence de naufrages meurtriers en Méditerranée, les 60 chefs d'État et représentants de gouvernements africains et européens présents à cette rencontre examineront les solutions au défi commun qu'est l'immigration, avec pour objectif l'adoption d'un plan en matière de politique migratoire. Décryptage des enjeux du sommet de Malte avec Alphonse Yapi Diaou, géographe. Je pense qu'un sommet entre l'Europe et l'Afrique autour de la problématique des migrations, j'ai envie de dire, pourquoi ne pas faire un sommet ? C'est toujours bien de se rencontrer pour évoquer des questions que je considère comme étant des questions d'intérêt commun. Donc, si à un moment donné, les deux parties décident de se rencontrer, c'est en effet parce que la question de la migration apparaît comme une préoccupation partagée et que l'opportunité d'en parler semble ouverte aux deux parties. Maintenant, l'enjeu, c'est de savoir si on s'en tient à un sommet, justement, ou alors si on va au-delà d'un sommet et que, ma foi, si le sommet permet déjà de prendre langue et d'identifier un certain nombre de ressorts de la question migratoire, alors les bases d'une vraie réflexion et d'une vraie discussion seront posées. La lutte contre la corruption est au cœur des priorités du gouvernement kényan. Et alors que le pays figure en tête des pays les plus corrompus au monde, selon Transparency International, le gouvernement d'Ourou Kenyatta affiche sa volonté de poursuivre le combat. Ibrahima Diomaba. Au Kenya, le débat sur la corruption préoccupe le gouvernement. Le pays est présenté par l'agence anticorruption Kenya et Transparency International comme l'un des plus corrompus au monde. En 2013, le président Uhuru Kenyatta avait fait de la lutte contre le fléau son principal objectif. Hélas, il se rend compte que son administration est minée par un système acquis aux malversations. Certains de nos services publics sont en proie au gaspillage et à la corruption. Ce gaspillage menace la productivité que nous avons si péniblement commencé à construire. Selon les analystes, la corruption a étouffé la croissance du Kenya, dissuadé des investisseurs potentiels et laissé des millions de personnes dans la pauvreté. Le déficit budgétaire du Kenya en 2015 est estimé à 8,7% du produit intérieur brut, contre 7,8% en 2014. Le scandale de corruption éclabousse la police, notamment sur le passage des frontières avec la Somalie et la vente de passeports kenyans. Ce qui est unique sous le régime du Jubilé, c'est que nous avons découvert les scandales avant son élection. C'est aussi en partie parce que nous avons certains organes constitutionnels qui fonctionnent comme il se doit, à l'image du contrôleur du budget, du vérificateur général et des éléments de la magistrature. C'est donc un nuage noir avec une doublure d'argent, mais la politique est au cœur de la corruption. C'est la corruption qui finance la politique au Kenya. En 2013, Transparency International avait classé le Kenya au 136e rang sur les 177 pays les plus corrompus du monde. Un rapport de la Commission d'éthique et de la lutte contre la corruption du Kenya a présenté cette année des allégations contre des membres du Parlement, des sénateurs et des gouverneurs, dans ce que les médias locaux ont surnommé la liste de la honte. Scandale de corruption toujours, mais dans le monde du sport cette fois-ci, Lamine Diack a démissionné du comité international olympique dont il était membre honoraire. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme avait été mis en examen pour corruption passive et blanchiment aggravé. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information.